Est-ce que l'on prescrit les granulés plus qu'une autre énergie? C'est une question qu'on peut se poser. Et ça va être peut-être un peu iconoclaste dans cette interview, mais je vais dire non. La prescription qu'on a des granulés et du bois en général en tant que combustible pour faire de la chaleur va plus venir d'une analyse qui mettra la bonne pertinence au bon endroit. Il se trouve qu'on est plutôt très engagé sur la notion d'inscrire dans la durée nos projets. Et donc on a deux choses importantes auxquelles on accorde vraiment beaucoup d'attention. C'est le carbone, puisque on parle d'économie d'énergie et tout ça, c'est un marronnier, puis le premier choc pétrolier, transition énergétique, économie d'énergie, tout ça. C'est bien, c'est nécessaire. Sauf que c'est un peu un problème de gens qui ont de l'argent, et c'est les gens qui n'ont pas d'argent qui vont déguster quand l'énergie aura un problème. Soit les pays pauvres par rapport aux pays riches, soit dans les pays riches comme la France, les pauvres par rapport aux riches. Mais ça sera quand même un problème d'argent. C'est cynique, peut-être, mais c'est la réalité. Le carbone, ce n'est pas un problème d'argent. Parce que qu'on ait un 4x4 ou qu'on soit en train de mourir la gueule ouverte dans le Sahel, s'il y a trop de carbone, on sera comme une autre espèce, comme les fourmis, les dinosaures, etc. Et donc c'est le vrai sujet sur lequel il faut qu'on travaille. Et en plus de ça, la plupart du temps, quand on travaille sur le carbone, ça a un impact énergétique. Donc la première raison pour laquelle on travaille avec du granulé, c'est le carbone. La deuxième, c'est qu'on est sur une planète qui est une sphère. Ça fait un petit moment qu'il me semble qu'un gars qui s'appelait Galilée par là avait dit que c'était pas plat et pas infini. Donc on le sait. Sauf qu'on continue à imaginer que c'est plat et infini. Notre source est finie. Donc du pétrole, du gaz, de l'uranium, il y en a une quantité finie. Donc ça ne marchera pas. Si on pense un peu après, on est obligé de faire du renouvelable. Donc pour nous, granulé, c'est la bonne réponse à carbone et renouvelable. Ce qui fait que des fois, on fait d'autres choix parce qu'on nous dit il n'y a pas de sous, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Ou alors, quand il y a un réseau de chaleur avec du bois en tête, avec du faible carbone en tête, c'est la bonne pertinence. Alors, sur une installation de granulés, peut-être que l'ingénieur moyen, le concepteur moyen, va avoir à faire quelques efforts, va devoir développer quelques vigilances pour que tout se passe bien. En gros, s'il installe une chaudière granulée comme une chaudière à gaz, il y a quand même de très grandes chances que dans beaucoup de cas, ça se passe à peu près bien. Mais simplement bien. On aimerait bien que ça se passe très bien. Donc dans ce cas-là, il faut faire attention à deux ou trois trucs, notamment à la caractéristique du bois, qui est un combustible solide, et donc qui n'est pas une molécule ou une goutte, qui, même le plus petit pelet, ça fait quand même quelques wattheures. Et donc ça veut dire que si on veut intégrer, il faut stabiliser. Et donc le bois aime bien que ça soit tranquille. Vous avez la forêt, c'est tranquille, dans une installation en bois, c'est tranquille. Donc il faut mettre de l'inertie. Et ça, il faut faire attention. Des fois, l'inertie est là intrinsèquement. On fait un projet dans lequel il y a de grosses réserves d'eau sanitaire à réchauffer, il y a des grosses masses de béton à réchauffer. L'inertie est là, donc tout se passera bien. Et puis, des fois, on fait des installations où il n'y a pas d'inertie. Des ventiloconvecteurs, des centrales d'air, des échangeurs rapides, où là, la quantité d'eau est très faible. Et donc, on risque d'avoir un fonctionnement en dents de scie, et qui n'est pas bon pour personne, qui n'est pas bon pour la régulation, qui n'est pas bon pour la durée de vie des équipements. Et donc, c'est quand même pour moi la première chose à laquelle il faut faire attention. Et puis je m'étais noté peut-être dans une notion de vision, c'est-à-dire que n'oublions pas quand on fait un projet, la conception, ça fait pchit, c'est quelques secondes, allez, on va dire quelques heures, ou pire quelques jours. La construction, ça fait pchit, c'est-à-dire c'est quelques mois dans le temps. Et puis le reste, c'est la durée de vie du bâtiment. Et c'est ça qui est long. Et quand on fait du bois, on doit faire un peu attention que le combustible, il n'arrive pas par un tuyau, il n'arrive pas par un câble, mais il arrive par des systèmes séquentiels, des camions. Et donc, il faut faire attention à l'approvisionnement. Il faut faire attention à la sécurité de l'approvisionnement. Quand on fait une cascade de chaudière, il faut imaginer qu'est-ce qui se passe si un générateur tombe en panne. Un générateur va tomber en panne. Postulat, c'est de la technique, ça tombe en panne, un jour. On fait tout pour que ça ne passe pas. N'empêche qu'on doit... à Fukushima, ils avaient dit ça ne tombera pas en panne. On a vu le résultat. Donc ça veut dire qu'on doit être vertueux sur ce côté-là, et donc ça veut dire qu'il y a une attention de concept à faire que, en mode dégradé, ça marche quand même.
Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être à faire un peu plus, parce qu'un tuyau de gaz, il y aura toujours du gaz au bout, et un câble électrique, il y aura toujours de l'électricité, excepté une coupure de quelques minutes. Aujourd'hui, combien on a fait d'installations granulées? J'en sais rien. J'en sais rien parce qu'on a fait beaucoup. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est 15, c'est 20, c'est sûrement plus. Bon, on ne s'est peut-être pas présenté, donc on a la caractéristique de ne pas faire d'individuel. Donc les installations que l'on fait sont des grosses, hein, enfin, sont du collectif, on va dire. On fait des petites. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on a eu à développer des chaufferies granulées dans plusieurs contextes. Et il y a quelques années, déjà on va dire les années 2000 par là et quelques, la voie d'entrée du granulé, c'était on veut faire vertueux, mais on n'a pas de réseau. On n'a pas de réseau de gaz, on n'a pas de réseau de quelque chose. Donc on est en zone non desservie gaz et c'était quand même le sujet. Hein, c'était le truc qui marchait bien, qui coûtait à peu près le même prix, etc. etc. Donc ça fait depuis les années 2000, et même un peu avant, mais avant c'était un peu anecdotique quand même, qu'on en fait. Après est arrivée la contrainte forte, encore peu exprimée, par exemple... Il y a des endroits, on va dire, du territoire dans lesquels la demande et la gouvernance ne sont pas très engagées, hein, pour rester constructif et imaginer que ça va le devenir. Donc dans ces endroits-là, la contrainte programmatique vis-à-vis du granulé est faible. Mais il y a d'autres territoires dans lesquels la contrainte programmatique territoriale est forte. On nous dit maximum temps de carbone, minimum temps d'énergie renouvelable, etc., etc. Donc du coup, on est positionné sur des projets comme ça, et le granulé, je vous dis aujourd'hui, c'est 15, 20, sûrement plus, et c'est aussi bien du résidentiel que du tertiaire, que des choses simples, que des choses sophistiquées. S'il fallait citer, alors exemplaire, je ne sais rien, mais je pense que c'est plus une stratégie, et ça dépasse un peu le granulé. On a eu à faire, il y a quelques années, le projet de la Maison des Jeunes de Saint-Just-Saint-Rambert. C'est première couronne de Saint-Étienne. C'est la plus grosse maison des jeunes de toute la région stéphanoise. Et on arrive là, on nous dit, voilà, on fait un concours, on gagne le concours, c'est un bâtiment tout en bois, en structure, et on nous dit, il faut que ce soit très vertueux. Là, c'était dans le cadre du programme. Le programme nous disait, il faut y aller. Et donc, nous, on n'aime pas bien les bandes blanches au bord de la route, donc on est allé regarder un petit peu ce qui se passait à côté, et on a vu à côté de la Maison des Jeunes un autre outil communal qui était un gros groupe scolaire avec de la maternelle et de la primaire dans un état thermique déplorable. Et puis de l'autre côté, on avait la médiathèque qui était toute nouvelle, toute construite. Et on s'est dit, tiens, si on reliait tout ça. Et donc on a proposé une chaufferie granulée qui chauffe la Maison des Jeunes, qui a une petite extension de réseau jusqu'à la médiathèque, une deuxième extension de réseau jusqu'à l'école. Et là où il faut penser à la fameuse sécurité que j'évoquais juste avant, et puis il ne faut pas faire du surinvestissement, on a imaginé que dans quelques années, on ne sait pas quand, mais ça on s'en fout, que l'école allait être rénovée. Donc l'école aujourd'hui c'est ça de déperdition, et de besoin de chauffage, mais rénover ça sera ça. Donc on n'allait pas installer ça de granulé, parce qu'on aurait eu un surinvestissement, et puis ensuite un portage d'un investissement complètement inutile, qui aurait dormi là au fond de la cave pour rien. Donc on a calculé quel serait le besoin de l'école une fois qu'elle sera rénovée. On a été un peu dur pour que dans 10 ans, quand ils font la rénovation, ils disent « attention, il faut que ça soit vachement bien ». Et puis on a fait le dimensionnement de la chaufferie bois pour l'école rénovée, la médiathèque toute neuve et notre bâtiment tout neuf. Et on a gardé les chaudières gaz de l'actuelle école, qu'on a rénovée aussi, mais au gaz, pour faire l'appoint secours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gaz sert à faire ce qui manque parce que c'est une passoire thermique, et puis ce qui manquerait si jamais la chaudière tombe en carafe.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir une majorité de consommation de bois et puis un peu de gaz quand il fera très froid. Et puis demain, eh bien, le gaz ne se mettra plus jamais en route quand ça sera rénové. Et on sera à 100% au bois, on n'aura pas porté d'investissement et on aura un secours gaz. Ça, c'est un truc un peu rigolo. Et puis on fait alors ça, c'est pas réalisé, et j'espère qu'on ira jusqu'au bout. On fait le centre nautique de Pontcharrat, là, qui est un centre nautique communautaire, dans lequel on a de la cascade de chaudière granulée, dans lequel il y a du moteur Stirling pour faire de l'électricité en même temps qu'on fait de la chaleur, avec une cogénération qui marche au biogaz de réseau, donc renouvelable et pas de carbone, et une climatisation une production de froid pour la partie déshumidification, qui est un gros poste énergétique sur une piscine, avec une pompe à chaleur à absorption qui est réchauffée par la chaufferie bois. Donc ça veut dire que d'habitude une piscine a toujours un post-transfo et tout le machin. Là on n'a pas de post-transfo, puisqu'on a une consommation électrique qui est beaucoup plus faible que d'habitude. Une partie de l'électricité sera produite de manière renouvelable, par la cogé biogaz et par le moteur Stirling bois, et le reste et la totalité de l'énergie thermique par du granulé. Ça peut être rigolo. Et c'est surtout, en termes d'impact bois, de renouvelable, et on tend vers du TEPOS, du territoire énergie positive. Si on se posait la question de qu'est-ce qu'on fait après, parce que granulé, c'est quand même pas révolutionnaire. On va pas, ceux qui y sont pas, il serait temps qu'ils s'y mettent. C'est encore une fois, c'est exactement dans la logique de ce que j'évoquais dans la première réponse que je faisais. Le granulé, c'est pas la panacée, c'est pas la solution qu'on tartine à chaque fois. C'est une conjonction d'éléments programmatiques qui font que la bonne réponse est granulé. Il faut dire que comme du fait des labels le plus C-, la RBR 2020 qui vont arriver, et qui intègrent la notion d'analyse de cycle de vie. Donc enfin, on commence à avoir une vision un peu globale. Enfin, on intègre le carbone, l'énergie grise, l'épuisement de la planète, et les scooby-doo dans la forêt. Donc ce qui est intéressant, c'est que du fait de cette vision globale, tout ce qui concerne le carbone et le renouvelable, fatalement, il se prend un petit coup de booster. Et ça, c'est intéressant. Et j'ai envie de dire, c'est pas du commerce, c'est pas une histoire de favoriser l'un, défavoriser l'autre, d'habiller Pierre pour habiller Paul. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le carbone. Si on fait pas un gros effort sur le carbone, on va... Pas nous. Nous, on aura le temps d'aller encore le mettre pendant longtemps. Mais nos gosses ou les gosses de nos gosses, ils verront pas ça. Et puis en plus de ça, il faut être conscient d'un truc. On a de moins en moins d'argent pour faire bien. On n'a déjà pas d'argent pour mettre des infirmières derrière chaque malade dans les hôpitaux et pour faire les routes pour éviter que les adolescents meurent en sortant de boîte de nuit. On ne va pas avoir de l'argent pour le carbone. Il faut pas rêver. Surtout que ça rapporte à personne. Ou moins aux gens qui seront après. Donc c'est les autres. Donc ça veut dire que plus on fera tard, plus ça sera cher. Et plus ça sera pas facile à faire. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que plus on fera tard, moins on manquera de moyens, mais pas que les moyens d'argent. Aujourd'hui, il y a des terres rares, il y a certains métaux comme le cuivre, etc. On commence à se dire, encore quelques dizaines d'années, et ça va le faire. Donc, si on veut se faire une espèce de révolution industrielle, pour que cette cible carbone fasse qu'on revienne dans des choses qui sont acceptables pour que le biotope dans lequel on s'épanouit gaiement continue à nous nourrir, eh bien ça veut dire que cette cible carbone, il faut la faire tout de suite, et vite, très très vite. À l'échelle de vie humaine, c'est vraiment très très vite. Et donc le granulé, le bois en général, est la bonne réponse. Alors pourquoi le granulé plus que l'autre bois? Parce qu'on ne va pas faire une chaufferie de 100 kg plaquettes, c'est... Si monsieur le maire, au fin fond des Bauges, c'est la bonne solution, parce qu'il a le cantonnier, il a le bois, il a son combustible gratuit, et c'est du développement local. Donc là, il y a une pertinence. Mais les campagnes, c'est pas beaucoup de la masse, parce qu'aujourd'hui, il faut arrêter de s'occuper des écolos. Les écolos et les militants seront toujours écolos et militants, et c'est génial, et ils défrichent, et j'en fais partie. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est monsieur et madame tout le monde. Et monsieur et madame tout le monde ne mettra jamais une chaudière à plaquettes
dans sa villa, ou l'office public HLM pour une petite opération de 40 logements. Donc c'est pour ça que dans la logique de dire on fait décarboner et renouvelable, le granulé est quand même une cible très bien. Là où il faut qu'on évolue, c'est que demain tous les bâtiments sont à peu près au niveau passive house. Ça ne sert à rien qu'ils soient mieux. Hein? Passive house, c'est à peu près 120 kWh par mètre carré par an. Là-dedans, si on prend le résidentiel, il y a 15-20 de chauffage, il y a 20-25 d'électricité. Donc en gros, le thermique sur les 120, c'est seulement un tiers. Les 2 tiers qui restent, c'est l'électricité. Donc il faut que le bois fasse de l'électricité. C'est ça demain. Demain, c'est nécessaire que le bois fasse de l'électricité. Et bien mieux que le moteur Stirling. Puisque, je vous rappelle, hein, 1 tiers, 2 tiers. Donc chaque fois que je fais 1 MWh thermique, il faudrait que d'une manière X, je trouve la moyen de faire 2 MWh électriques. Et si chaque fois que je fais 1 MWh thermique par un machin lié, une cogénération, on fait 1 MWh, c'est à peu près 50-50, hein, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un tiers. Et un tiers avec du photovoltaïque, ça marche. Et là, notre transition énergétique, notre bas carbone, on l'a. C'est ça demain. Et ça, c'est pas nous, c'est les constructeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une formation pour les bailleurs d'études? Aujourd'hui, je crois qu'il y a un vrai sujet, c'est qu'il y a une confusion, et en plus, c'est un truc de Jones, là, les réseaux sociaux, tout ça. N'empêche que tout ça fabrique une grosse confusion entre la connaissance et l'information. Et c'est à mon avis là où il y a l'intérêt d'une formation de ce type-là. De l'information, n'importe qui peut en avoir sur n'importe quoi. Hein, on peut très bien voir que le pape est sur Internet, on va trouver sûr qu'un endroit, que le pape est homosexuel, ou que le président de la République va partir sur Mars en surf à roulette. On va le trouver, c'est sûr. Ça s'appelle de l'information. C'est de la fausse information, mais on va le trouver. La connaissance, c'est un peu plus embêtant. Et je trouve que le projet que vous développez, auquel je participe en toute humilité, et j'en ai beaucoup, c'est contribuer à faire le tri entre l'information et la connaissance. Et si après vous faites un travail dessus, de montage, de structuration, de présentation, ça veut dire que quelqu'un qui va se connecter à cette base de connaissances, il va arriver sur quelque chose qui est fondé. Il ne va pas arriver sur un truc bancal où il y a deux trucs qui sont là pour vendre des petits pains un peu mieux, parce que le granulé c'est frais, et c'est écologique, et c'est vert, et c'est jeune, et c'est nouveau. Mais c'est pas ça, on fait la connaissance. Et donc ça veut dire que moi, dans mon métier, je m'appuie sur cette connaissance. Et ça, pour moi, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une condition sine qua non de la massification. Parce qu'aujourd'hui, il faut arrêter de parquer les écolos dans des zoos. Quand on est dans un zoo, il faut toujours avoir une sensation d'une espèce d'introspection. Qui est de l'autre côté de la grille? Est-ce que c'est pas nous qui sommes de l'autre côté de la grille? Le singe se demande sûrement la même chose. Et donc, quand on est avec des gens qui sont un peu à part, alors ça peut être des gens qui habitent dans un écoquartier, ça peut être des bobos, ça peut être des arabes, ça peut être des jeunes, ça peut être des vieux, ça peut être des pauvres, ça peut être des riches. Il y a toujours quelqu'un de l'autre côté de la grille. Le problème, c'est pas gênant qu'il soit de l'autre côté. Le problème, c'est la grille. Et cette grille, c'est un truc un peu ennuyeux parce que par rapport aux enjeux qu'on a, eh ben, il faut que tous ces gens-là, ils se donnent la main et ils travaillent dans le même sens. Autrement, tous ces gens-là, pas ces gens-là, les gosses des gosses de ces gens-là vont crever la bouche ouverte. Donc si on n'est pas capable de comprendre que maintenant il faut de la masse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement que ce soit les projets, la municipalité qui a décidé de faire son bâtiment écolo, la communauté de communes qui a décidé de faire son écoquartier, comme ça c'est bon, on l'a fait, on recommence à faire comme avant, ça ne le fera pas. Et je pense qu'un mode de transmission de la connaissance, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, qui est un peu connecté, donc qui va avoir la capacité d'atteindre les cibles de manière différente, et cette différence n'étant pas la même pour chacun, hein, il y a des gens qui aiment bien les écrans, le numérique, tout ça, ils vont être plus enclins à faire ça que d'ouvrir un bouquin. Il y a toute une génération qui va trouver ça plus ludique.
il y a toute une génération de gens qui sont bien trop occupés pour... mais quand même, s'il y a un truc super intéressant, quand personne ne me voit que je suis en train de le faire, ou dans le TGV, je vais pouvoir acquérir la connaissance. C'est pour ça que je pense que c'est une bonne démarche. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, c'est surtout pas la bonne démarche. Parce que c'est pas parce qu'on a suivi un truc super intéressant, bien foutu, bien structuré, qui a du sens, qui est fondé, qu'on va le faire. Donc ça veut dire que peut-être que dans votre cursus, et c'est peut-être ça la conclusion, est-ce qu'il y a des gens qui relèvent des sciences humaines pour faire que ça marche, la transmission? Peut-être que dans votre module, il faut arriver à trouver quelque chose pour qu'on essaye d'aplanir un peu cette sorte de résistance au changement, qui est humaine, hein. C'est psychanalytique, hein. Quand on change, c'est une petite mort. Personne ne veut mourir. Donc plus ou moins inconsciemment, on ne veut pas changer. Et je pense que si dans le module, vous arriviez à faire dire quelques phrases au début par quelqu'un qui ne parlerait pas de technique, qui parlerait d'humain, qui parlerait du sens que ça a, tout ça. Sur ce registre du moteur de calcul et des calculs dits thermiques, je pense qu'il faut faire une nuance très importante entre le calcul thermique au sens générique, physique, et puis le calcul réglementaire. Il y a encore beaucoup trop de confusion, y compris d'ailleurs même au niveau juridique, sur des projets sur lesquels les consommations physiques après construction ne sont pas les mêmes que les consommations réglementaires, et avec des décisions de juges qui sont vraiment complètement à l'envers de ce que notre ministre et notre ministère n'arrêtent pas de répéter chaque fois qu'une réglementation sort. Donc je pense que c'est très important de bien faire la nuance entre les calculs réglementaires, calcul qui est aujourd'hui la conformité à l'ERT 2012, qui est un calcul conventionnel, avec des conventions de température, de scénario d'occupation, de charge interne, de conditions météo. Et ça peut paraître un petit peu d'être dans le détail, mais par exemple, pour Grenoble, la station météo est à l'aéroport de Grenoble, il y a au moins 4 degrés d'écart entre la température moyenne de l'aéroport et la température intérieure dans Grenoble. Donc si on essaye de rapprocher, ça ne marche pas, parce que l'hiver, ça sera très favorable, et l'été, ça sera très défavorable. Donc vraiment prendre la mesure entre le calcul conventionnel et le calcul physique. Aujourd'hui, on favorise le calcul réglementaire avec un outil comme Pliat Comfy, qui est un outil à l'origine de simulation dynamique, et qui aujourd'hui a développé la conformité adoubée par le CSTB au calcul réglementaire, si bien que maintenant on est capable de faire du calcul réglementaire et ensuite en re-rentrant dans le modèle, en s'affranchissant du moteur du CSTB, mais en ayant la même saisie, de faire du vrai calcul physique et de dire la puissance maximale elle sera là, la puissance maximale de froid elle sera là, et donc là ça devient du calcul physique. Et quand on fait le dimensionnement d'une chaufferie, eh bien, il faut bien faire le dimensionnement avec du calcul physique et non pas avec du calcul réglementaire. Y compris quand on donne des consommations, parce qu'un jour, il y a un énarque ou un XPON qui a décidé que la bonne température administrative, c'était 19 degrés, parce que comme ça, on gagnait 10%. C'est ce qui n'est pas faux, sauf que tous les médecins disent que la bonne température pour le corps humain, c'est 20 degrés et demi, à peu près. Et donc, tout le monde vit à 20 degrés et demi. Donc la consommation est proportionnelle à 20 degrés et demi et non pas à 19 degrés qui est la valeur conventionnelle du calcul RT. Je voulais faire cette petite nuance entre le calcul physique et le calcul réglementaire, ça me semble très important. Le moteur de calcul peut être assimilé à une boîte noire. On n'a pas accès à ce moteur de calcul, il est géré par le CSTB. C'est le logiciel qu'on utilisera ensuite qui va l'utiliser pour transcrire les données qu'on va lui rentrer, donc les données thermiques et les systèmes de notre bâtiment, pour nous donner des sorties, des résultats, les besoins bioclimatiques, les consommations d'énergie primaire et les températures intérieures de confort. Dans le moteur de calcul, nous intégrons pas spécifiquement le granulé bois, mais plus généralement le bois, simplement en le renseignant dans le logiciel si le bâtiment est chauffé à partir du bois ou non.
Les impacts du bois sur le calcul RT sont simplement sur la valeur des consommations d'énergie primaire maximum à ne pas dépasser. Par exemple, sur un projet de 10 logements où le chauffage principal est du gaz, notre CEP max est de 69,1 et pour ce même projet avec le chauffage au bois, ce CEP max est de 83,2. Je voulais aussi rajouter quelque chose sur la manière dont les RT 2012 intègrent la notion de bois et de bas carbone et d'énergie renouvelable. C'est vraiment regrettable et il se trouve que je suis un des vice-présidents de notre syndicat à Sinov au niveau national et on s'est bagarré au moment de la RT 2012 parce que dans la RT 2005, il y avait une équivalence entre les kilowattheures et les kilowattheures d'énergie primaire qui était plutôt intéressante. C'est-à-dire qu'un kilowattheure électrique donnait 2,58 kWh primaire, un kilowattheure gaz donnait 1 de kWh primaire et un kilowattheure de bois donnait 0,6 de kWh primaire. Donc ça veut dire qu'il y avait une intégration qui était avec des coefficients de compensation en fonction, alors d'où ça sortait d'un chapeau merveilleux, mais n'empêche qu'on intégrait cet écart. Là, ça c'est RT 2005. RT 2012, aujourd'hui, cet écart, il est intégré, comme l'a dit tout à l'heure Thibaut, dans une logique qui est absolument, à mon sens, anti-pédagogique, c'est-à-dire qu'en gros, quand je consomme au bois, enfin quand je fonctionne au bois, je peux plus consommer. On se demande pourquoi. Aujourd'hui, une chaudière granulée de bois très performante, ça a le même rendement qu'une chaudière gaz très performante. Donc c'est un petit peu dommage qu'il y ait ça, on ne sait pas trop d'où ça sort, et on aimerait bien qu'on essaye de faire que pour la prochaine réglementation qui va bientôt sortir dans un an, on retrouve cette espèce de marqueur, entre guillemets, logique de coefficient de correspondance. C'est un petit peu dommage qu'on soit dans ce sens-là parce que ça peut laisser penser à des gens, et dans la logique de la massification, c'est pas terrible, que quand on est au bois, on a le droit de consommer plus. Alors qu'il aurait été intéressant de dire, comme l'énergie primaire, c'est un petit peu le reflet de l'épuisement de la planète, que quand on fait 1 kWh avec un renouvelable, on ne consomme que 0,6 de kWh d'énergie primaire. C'est un petit regret.